très heureux de vous accueillir dans cette vidéo, dans un cadre magnifique, ici où je travaille. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la pensée sectaire. En fait, un mécanisme cognitif, un mécanisme de la pensée, un phénomène en fait lié à notre fonctionnement humain qui peut nous rendre sectaires, qui peut faire en sorte que nous n'arrivons pas à vivre en paix et que nous nous rejetions les uns les autres. Alors ce mécanisme sectaire, je vais en parler parce que je le trouve fascinant. Ça fait depuis 30 ans plus ou moins que je l'observe. Et le titre de la vidéo est une petite provocation, mais en même temps un clin d'œil à un livre que j'ai lu il y a fort longtemps sur ce sujet. D'abord, je voudrais définir la pensée sectaire de manière générale. Dans l'entendement commun, être sectaire, c'est quand on rejette les autres et qu'on se referme sur soi et qu'on n'essaye pas de dialoguer, on n'est pas ouvert aux autres. On est méprisant, on pense qu'on est meilleur et on est pour le refus de communiquer et voilà, on a tendance vraiment à avoir du rejet par rapport aux autres. Ça, c'est être sectaire. Alors, la pensée sectaire, l'esprit sectaire, on peut le retrouver partout. Et il crée beaucoup de dégâts, bien sûr. On peut le retrouver, bien sûr, chez les complotistes, puisque c'est le titre de ma vidéo, la secte des anticomplotistes. Alors justement, la secte des anticomplotistes, parce que la pensée sectaire, on peut la retrouver effectivement chez des complotistes. Il y a des complotistes toujours extrêmes, il y a des gens extrêmes partout, dans tous les partis politiques, dans toutes les religions, dans toutes les mouvances, les idées, il y a toujours des extrémistes. Moi, je peux vous dire, par expérience, pour avoir observé des gens qui ont des idées où on appelle complotistes ou conspirationnistes, j'ai pas vu beaucoup de gens sectaires. Par contre, je vois beaucoup de gens sectaires de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai appelé ça la secte des anticomplotistes. Des gens qui dénigrent, qui rejettent, qui ne veulent pas écouter, qui méprisent. Et je le vois notamment beaucoup dans les médias sociaux. Ça ne veut pas forcément dire, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, ma vidéo sur la pensée complexe, penser l'incertitude, penser la complexité. C'est pas parce qu'on écoute quelque chose qu'on est d'accord avec, mais c'est intéressant de s'ouvrir et d'observer ce qu'il y a d'intéressant dans un discours qui peut être différent de ce qu'on entend d'habitude et de croiser ces sources d'informations. Alors justement, cette pensée sectaire, on va la retrouver beaucoup dans les médias dominants. Malheureusement, j'écoute aussi beaucoup les médias dominants, mais qu'est-ce qu'on voit dans les médias dominants? Force est de constater qu'il y a un tas de personnes qui n'ont pas droit à la parole, qui sont rejetées, qui sont méprisées. On les appelle les infréquentables ou des idées qui n'ont pas lieu d'être dans les médias. Et il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de débat. Et c'est bien dommage, parce que si ce qu'on appelle les complotistes c'était si aberrant, si débile, ce serait facile à démonter dans un dialogue avec des arguments. Vous voyez, ce serait très facile. Et ça ne se fait pas. Alors on se demande pourquoi, et je voudrais parler un petit peu ça dans cette vidéo, parce que c'est un phénomène qui nous touche tous en fait. Ce mécanisme cognitif de la pensée sectaire, j'appelle comme ça, est capable de transformer un individu qui est sain d'esprit, qui est raisonnable, qui est bienveillant, qui est ouvert, qui est pour la démocratie, qui est pour le dialogue, en quelqu'un de rigide, de fermé, de sectaire en fait. Il va rejeter, il va pas être pour le dialogue, il va mépriser, on va avoir du mépris. Alors que c'est la même personne, une personne qui peut être prête à se mettre en question, ne va tout d'un coup plus se remettre en question, va avoir une pensée binaire, va devenir très rigide. Et ce mécanisme est fascinant. Alors, ce titre de cette vidéo m'a été inspiré d'un livre que j'ai lu il y a maintenant 20 ans, je pense. Ça a été écrit par une sociologue très connue dans la sociologie, puis elle est très connue en Belgique, elle est belge, c'est Anne Morelli. Elle est historienne des religions, elle enseigne à l'Université libre de Bruxelles. Elle a écrit un petit livre, alors là je ne l'ai pas parce que c'est mon cadre de travail ici, il est dans ma bibliothèque, mais je le mettrai à l'écran. Ça s'appelle « Lettre ouverte à la secte des adversaires des sectes ». Et ce livre très intéressant, plein de bon sens en fait. Il a été salué d'ailleurs beaucoup par un tas de personnes, notamment beaucoup de sociologues, des gens qui prennent du recul en fait. Ce livre plein de bon sens montre en fait que tous les critères qu'on attribue généralement à ce qu'on appelle une secte, on va revenir sur ce terme secte et on va voir les analogies avec le terme complotiste ou conspirationnisme. En fait, l'analogie, c'est simple, je le dis, c'est déjà ça, je vous le dis déjà, c'est que ce terme, juste ce mot, c'est une étiquette pour dénigrer, pour mépriser et pour ne pas dialoguer. C'est en quelque sorte une démission de la pensée. On ne discute pas avec des gens qui sont dans une secte ou qui sont complotistes ou voilà. Ou avant on disait extrême droite aussi, c'est des mots comme ça, on ne veut pas discuter. Alors en fait, elle montre
elle prend les critères qui ont été mis en évidence dans les années 90-90 en France, en Belgique et en Suisse par rapport aux sectes. Il y a eu des commissions parlementaires qui ont été faites dans ces 3 pays et donc il y a eu des critères qui ont été faits, des critères qui sont pas très scientifiques mais qui expliquent, qui montrent ce que c'est l'organisation d'une secte. Alors on parle de gourou, on parle de manipulation mentale, il y a plusieurs critères, il y a l'embrigadement avec les enfants, les malversations financières, il y a plein de critères en fait qui existent, il y a plein de critères qui existent. Et après, elle analyse les religions, parce qu'elle analyse beaucoup les religions, notamment la religion chrétienne, elle donne cours là-dessus. Elle analyse également ce qu'on appelle les minorités religieuses, c'est un terme plus respectueux pour dire secte, les minorités religieuses, c'est des nouvelles religions en fait. L'ONU et l'OSCE recommandent d'ailleurs d'utiliser ce terme, qui est plus proche de la réalité, c'est une petite religion en quelque sorte. Et elle étudie donc ce qu'on appelle les sectes, donc ces minorités religieuses, avec des critères, et elle regarde si dans les grandes religions on les retrouve. Et bien évidemment, on les retrouve, vous vous en doutez, tous ces critères, on les retrouve dans les grandes religions. Et elle voit finalement qu'il n'y a aucune différence entre secte et religion. C'est la première grande idée de son livre. Il n'y a aucune différence entre une secte et une religion, si ce n'est qu'il y a les uns ou les autres qui sont parfois des sectes ou des religions qui sont parfois plus dangereuses ou plus sectaires, plus fermées ou plus ouvertes. Par exemple, il y a des grandes religions qui peuvent être très dangereuses, très sectaires, et des grandes religions qui sont moins dangereuses, comme il peut y avoir des petites religions, ce qu'on appelle les sectes, qui sont très sectaires et d'autres qui ne sont pas du tout dangereuses. Par exemple, il y a l'embrigadement des enfants dans les grandes religions, c'est un gros problème, on en parle souvent dans les médias quand même, on n'en parle pas assez en fait, mais on en parle de temps en temps. Les enfants n'ont pas choisi d'être chrétiens, bouddhistes, musulmans. C'est du lavage du cerveau, quelque part on peut reprendre le terme, tandis que dans certaines, ce qu'on appelle des sectes, des mouvements religieux, il n'y a pas d'enfants. Vous voyez, les enfants, ils choisiront quand ils seront grands. Donc en fait, il y a des différences et il y a de la dangerosité partout, mais pas forcément ici. Voilà, c'est en fait une question de bon sens. Il y a des critères et c'est à chacun de voir ce qu'il en est. Alors, ce qu'elle dit finalement, je me souviens, j'en parlais avec elle parce que j'ai eu la chance d'échanger quelques mots avec elle dans son bureau il y a longtemps maintenant. Elle me disait, mais voilà, il n'y a pas de différence entre les deux, mais il y a un label. La seule différence, c'est le label. C'est le label que donne l'État en disant, voilà, ça c'est une religion, et ça c'est une religion, mais on va dire c'est une secte. Voilà, on sépare, c'est juste une étiquette en fait. Il y a des religions officielles et puis il y a des religions qui ne sont pas officielles. Alors on utilise le terme de secte parce que remarquez qu'il n'y a pas de religions qui ne sont pas officielles, c'est automatiquement une secte. On parle de secte ou de religion, mais il y a des religions qui sont bien établies et qui ne sont pas reconnues. Le terme n'existe pas en fait. Alors c'est intéressant parce qu'on voit qu'on se permet, une fois qu'on a défini que c'est une secte, avec toutes les peurs, la diabolisation qui va avec, de ne pas leur parler, de ne pas leur donner la parole, de les mépriser. Et en les méprisant, c'est un peu comme quand on veut se débarrasser d'un chien, on l'accuse de la rage. Voilà, on ne veut même pas parler avec eux, avec cette personne. Et ça nous permet de nous sentir très purs. Voilà, ça c'est le diable, et puis nous on a la pensée juste et correcte, et puis eux ils sont vraiment complètement manipulés. Et donc c'est une façon très méprisante en fait de considérer l'autre, où il n'y a plus de dialogue possible. Ces gens-là ne sont jamais invités dans les médias. Et ce que je voudrais dire justement par rapport aux médias, on va y venir dans quelques instants, c'est qu'on voit que les médias favorisent cet esprit sectaire. Mais je voudrais terminer sur ce livre qui a une deuxième idée qui est très intéressante. Alors cette deuxième idée, c'est que dans le livre, on voit que ceux qui luttent contre ces mouvements sectaires, ces mouvements dits sectaires, en tout cas ces nouvelles religions, à tort ou à raison, parce qu'il y en a qui sont forcément dangereuses évidemment, comme des grandes religions, ceux qui luttent contre ça ont une organisation qui s'apparente à la secte en fait. Ils ont eux-mêmes une attitude très sectaire. Ça veut dire qu'ils sont tellement sûrs d'être dans leur bon droit et que les autres c'est le diable, ils ont tellement de mépris qu'ils en deviennent sectaires, ils rejettent, ils méprisent, ils ne dialoguent pas, ils deviennent fascisants en fait, fascistes en fait. Alors que dans leurs valeurs, ils sont contre ça, mais ils le deviennent eux-mêmes. Donc c'est la secte des antisectes, c'est d'ailleurs ce qu'elle décrivait dans son livre, et on le retrouve également avec le terme complotisme. À force de vouloir toujours dénigrer les gens qui ont des pensées différentes, qui remettent en question le discours dominant, qui apportent des nouvelles informations en disant que c'est des complotistes, et c'est vite dit, comme disait Michel Onfray, lui, il travaille beaucoup sur l'idée qu'on fait la même chose avec le mot extrême droite, on rejette des gens. Lui, il n'est pas du tout d'extrême droite, mais il dit, voilà, ce terme-là, c'est la démission de la pensée, on ne va même pas voir plus loin, c'est extrême droite, ok, je ne discute pas avec. Et on va pas essayer de dialoguer, de comprendre, et parfois on peut se tromper, c'est complexe, un être humain est complexe, et puis c'est pas blanc ou noir, vous voyez, mais on va dans le rejet, et puis surtout on quitte la démocratie, parce que la démocratie,
comme disait Voltaire, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez vous exprimer et qu'on puisse dialoguer. Encore une fois, le dialogue, c'est la meilleure façon de démonter un argument, parce que si la personne n'est jamais invitée, elle est dans son autodialogue, et les personnes n'ont pas de contradiction, donc ne savent pas voir si son idée est juste ou fausse, parce qu'il n'y a plus de contradiction. Donc c'est dans l'intérêt de la démocratie, dans l'intérêt des médias, de créer un débat contradictoire. On voit que malheureusement ce terme complotiste permet, crée de nouveau le même phénomène sectaire, c'est qu'on ne discute pas avec, on rejette, on méprise. Je vois à quel point certains journalistes, certains hommes politiques ont un mépris dans leur façon de parler face à ce qu'ils appellent les complotistes, mais c'est impressionnant. C'est vraiment, on est loin des idées de démocratie, on est plus dans le fascisme et dans le rejet de l'autre en fait. C'est impressionnant. On voit vraiment la suffisance de ces personnes. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison, j'en sais rien, j'aime bien les écouter, mais j'écoute aussi la version classique, et comme je l'avais dit dans ma vidéo sur la pensée complexe, c'est bien de croiser ses sources, et de réfléchir, et de se dire qu'on peut se tromper. Et justement, dans ces personnes qui sont dites complotistes, il y a des choses intéressantes, ils peuvent se tromper, ils le disent eux-mêmes, ils sont toujours prêts à dialoguer, souvent la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle les complotistes, ils disent bah oui, croisons nos sources, vérifions, faisons, dialoguons, mais malheureusement, ce n'est plus possible. Et on voit que tout ça, toute cette pensée sectaire qui malheureusement est contagieuse, parce que je vois que pas seulement les responsables, les gens qui parlent dans les médias ont cette pensée sectaire, là, beaucoup d'entre eux, mais c'est aussi le peuple en fait, ça déteint en fait sur le peuple, ça déteint dans les réseaux sociaux, je le vois, il y a une pensée sectaire qui est en train d'être, pour ça je fais cette vidéo, parce que je trouve ça tellement dommage, il y a une pensée sectaire qui est en train d'être véhiculée, où en fait, voilà, on adopte cette façon de penser, les étiquettes, complotistes, extrême droite. Il y en a d'autres, hein, mais je donne des exemples ici. Je rejette, je méprise, je ne vais pas parler avec, c'est le diable. Hein, voilà, c'est ce que dit Onfray, ben après c'est Hitler, quoi. C'est le pire du pire. Et moi par contre, je suis bien, vous voyez, je suis pas comme ça. C'est une illusion en fait, c'est vraiment une illusion. Alors ce qui me fascine, c'est comprendre, mais comment est-ce possible que des personnes, parce que je le vois tout le temps, des personnes qui sont, comme je le disais, raisonnées, capables de se remettre en question, ne le sont plus tout d'un coup, parce qu'il y a ce terme qui apparaît, et c'est comme s'il y avait une perte de l'esprit critique, et ils deviennent rigides, binaires, agressifs, méprisants. Comment est-ce possible? Eh bien, je pense que l'explication, j'ai beaucoup réfléchi, vous me direz ce que vous en pensez, je pense que l'explication réside vraiment dans notre fonctionnement humain, dans notre côté très primaire au niveau humain. Vous savez, nous avons, nous les êtres humains, un instinct de troupeau. Ça veut dire que nous avons ce besoin d'être ensemble, de nous regrouper. Les gens ne vivent pas seuls dans les montagnes, chacun dans les forêts. Les gens se regroupent en village, en ville. Et c'est une question de survie. Hein. Dans un contexte hostile, primaire, eh bien, en étant ensemble, on a plus de chances de survivre. Et donc c'est en nous en fait, cet instinct grégaire en fait. C'est l'instinct grégaire, l'instinct de groupe en fait. Et quand on est dans ce groupe, on se sent sécurisé. Si on est en dehors du groupe, on se sent insécurisé. Et ce qu'on appelle les médias dominants, les médias mainstream, jouent sur cet instinct grégaire qui fait que si vous êtes dans le groupe, ça va, vous êtes bien, vous êtes les bonnes personnes. Dès que vous êtes rejeté avec ces étiquettes-là, vous devenez des personnes dangereuses, néfastes. Et c'est presque comme si vous aviez la peste en fait. Hein. Vous voyez, il y a presque du dégoût qui est... Et en fait, on a peur quand on est dans ce troupeau d'être rejeté aussi. Parce que si on commence à écouter des personnes qui ont un avis différent, ah, t'écoutes des théories du complot, hop, directement il y a une tension. Et en fait, on crée par cette pensée dominante et ce mouvement sectaire en rejetant les gens, on crée la peur chez les individus, la peur d'être rejeté, parce qu'on a tous cet instinct grégaire. Donc il y a cette peur du rejet qui est très présente. Ça, c'est une première explication de ce phénomène. Une deuxième explication, c'est la paresse. C'est-à-dire que l'être humain est paresseux. C'est parfois compliqué de savoir quelle est la vérité. On le voit avec cette affaire de la pandémie et notamment de l'hydroxychloroquine. On se dit mais c'est quoi finalement la vérité? Et beaucoup de gens démissionnent en disant oh ben, je préfère regarder ma série parce que là c'est trop compliqué. Et on a souvent une démission de l'intelligence. On ne réfléchit plus. On dit voilà c'est pas mon domaine. Alors qu'on est citoyen, on pourrait avoir un avis, mais non, on va plutôt suivre quelqu'un. On va suivre une personne. Et c'est là qu'on peut devenir justement sectaire, on peut suivre une seule personne, ça peut être la pensée dominante, ça peut être le président, ça peut être le médecin, ça peut être l'homme politique, ça peut être tel lanceur d'alerte aussi.
Et en fait, on ne se remet pas en question. Donc le sectarisme peut exister effectivement partout des deux côtés, mais on le voit qu'il est quand même beaucoup plus conditionné par la pensée dominante, par les médias dominants. La preuve, je peux prendre deux exemples qui me viennent comme ça, qui sont très différents, hein. Mais prenons le cas d'Assange, Julian Assange, qui était encensé par les médias, qui, lorsqu'il a lancé des alertes, il a parlé de complot et de conspiration, il était bienvenu. Il y avait le journal, je me souviens, le journal Le Monde, Spiegel en Allemagne, El País en Espagne, le Guardian en Angleterre, ils ont travaillé avec lui. Ils ont d'ailleurs mis en évidence ces complots, ces crimes de guerre des États-Unis et d'autres pays, ces surveillances de masse, tous ces secrets qui sont vraiment criminels en fait, qui sont tout à fait à l'encontre du peuple. Eh bien, il a mis ça en évidence. Et puis, il y a un retournement de situation. Les médias, évidemment, comme ils sont, comme vous le savez, la plupart d'entre eux achetés par des milliardaires, donc il y a une pensée qui va dans le même sens, et bien tout d'un coup il y a un renversement de situation et on voit que tout le monde suit. C'est-à-dire que voilà, maintenant c'est devenu quelqu'un, on n'en parle plus, c'est quelqu'un qui est rejeté, qui n'a pas droit, il a un traitement inégal, on le sait tous, il a un traitement inégal, il y a une parodie de procès puisque n'importe quelle autre personne qui serait jugée comme ça, le procès serait arrêté parce qu'il y a des... c'est pas légal ce qui s'est passé, on l'a kidnappé d'une ambassade, il n'y a rien contre lui, il est juste journaliste en fait, et la plupart des gens, plutôt de dire, oui, ils pouvaient dire je suis Charlie, ok, mais je suis Julian Assange, il n'y a personne qui le fait, on est tous devant notre série télé, on fait rien. Parce qu'il y a une telle emprise de la pensée dominante, on a l'impression qu'on ne sait rien faire, il y a une impuissance acquise, j'en ai souvent parlé aussi dans ma vidéo, et on ne réagit pas. On voit la puissance de ces discours dominants, d'où l'importance, je pense, d'écouter des médias alternatifs qui, eux, parlent de ce qui se passe avec Assange. Il y a des médias alternatifs actuellement qui sont super intéressants. Un autre cas, c'est notre Dieudonné. On peut ne pas aimer Dieudonné, vous voyez, cet humoriste. Il y a la loi qui est là pour dire, voilà, s'il y a une incitation à la haine, ben, il sera condamné. Actuellement, il n'y a pas d'incitation à la haine. Il fait des spectacles, il est interdit de spectacle. Partout en ville, dans toutes les villes de France, il ne peut plus travailler. Il avait créé un bus pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, on lui a enlevé son bus, on a même saboté son bus. Donc, et tout ça se laisse faire. Il n'y a personne dans les médias qui en parle. On ne l'invite pas pour débattre avec lui, pour le contredire, pour le mettre dans ses propres retranchements, si éventuellement il est vraiment si dangereux que ça. On ne l'invite pas, on ne discute pas. Et ça avec beaucoup de monde malheureusement. Et donc il y a ce mépris vis-à-vis des lanceurs d'alerte, vis-à-vis des gens qui pensent différemment, des gens qui apportent une idée différente. Il y a vraiment un mépris et c'est vraiment dommage parce qu'on voit que c'est contagieux. Et on devient tous un peu comme ça. Je vois beaucoup dans les discussions sur les réseaux sociaux, il y a des insultes, il y a les étiquettes qui font qu'on se sépare des gens. Alors c'est quoi les solutions? Les solutions, vous l'avez compris, c'est d'abord de faire preuve d'humilité, c'est-à-dire de dire je peux me tromper, je peux ne pas vraiment tout savoir. On me dit ça, ok, je crois ça, mais peut-être je pourrais me remettre en question. Je me souviens de Louis Finesse qui avait tourné Rabbi Jacob et qui avait des préjugés, notamment sur les Juifs, et il disait, mais en fait, en tournant ce film, en côtoyant ces personnes, eh bien, il a dit avec beaucoup d'humilité, j'ai remis en question mes préjugés. Je trouve ça génial. Et je vous invite à remettre en question vos préjugés. Si vous en avez sur Assange, sur Dieudonné, sur plein de gens, sur les lanceurs d'alerte, ils sont en train de se regrouper, c'est intéressant. Ils sont en train sur les médias sociaux, les médias sociaux, donc Internet, ils sont en train d'échanger des informations, de transmettre des informations. Et je vous invite à les écouter. C'est pas forcément qu'ils ont toujours vrai, mais c'est intéressant de se remettre en question, de faire preuve d'humilité. Ensuite, une deuxième chose, c'est comprendre que l'autre, il peut avoir des nuances. C'est-à-dire qu'il peut dire quelque chose de vrai et avoir tort sur le reste. Il peut dire quelque chose de faux, d'exagéré et avoir raison sur le reste. Vous voyez, c'est ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'un lanceur d'alerte va faire une petite erreur dans un détail ou avoir une hypothèse qui est farfelue que tout le reste, tout ce qu'il dit est mauvais. On ne va pas tout jeter. Vous voyez, comme on le voit dans les hommes politiques et dans les personnes qui sont dans les médias classiques, ils sont pas toujours, on l'a bien vu avec cette pandémie, ne sont pas toujours dans une pensée juste. Ils peuvent se tromper et ils peuvent le reconnaître, et lorsqu'ils le reconnaissent, c'est magnifique, c'est ça l'humilité. Ensuite, une troisième, me semble une troisième solution pour sortir de cette pensée sectaire, c'est d'être dans l'amour en fait. Parce que on sait tous que l'amour c'est important, mais concrètement là c'est l'occasion de le montrer en fait. Vous savez, la religion chrétienne, le mot secte, hein, ça veut dire couper. C'est coupé, donc il y a la religion chrétienne, mais à la base c'était une secte, on dit c'est une secte qui a réussi.
et puis c'est un tronc. Et puis il y a des branches qui se coupent du tronc, en fait, qui sortent du tronc. Donc il y a la religion protestante qui était une secte aussi. Et puis comme ça, il y a plein de mouvements différents. Et Jésus-Christ, justement, il parlait d'amour, je reviens à lui. Il disait, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Et puis il y a un maître spirituel que je suis depuis longtemps qui disait, on peut aussi dire, aime ton lointain comme toi-même. Il y a ton prochain et aime ton lointain comme toi-même. Aime ton lointain, ça veut dire, va à la rencontre et essaie de comprendre, parce qu'aimer c'est comprendre, celui qui est très différent de toi, qui est à l'opposé sur l'échiquier idéologique. C'est intéressant, si vous êtes plutôt dans la droite ou dans la gauche, peu importe, allez de l'autre côté et discutez avec des gens qui sont très différents. Si vous êtes tout à fait dans le discours dominant, mais allez écouter des gens qui parlent d'alerte, qui parlent de conspiration des États, ou voilà, par rapport au vaccin ou d'autres choses. Ou les industries pharmaceutiques qui ont aussi des agendas cachés, qui sont à l'encontre du peuple souvent. Allez discuter avec eux, c'est intéressant. Ils n'ont peut-être pas raison sur tout, mais ils ont certainement des arguments qui peuvent, avec humilité, vous permettre de vous remettre en question. Vous voyez, c'est ça une pensée complexe. C'est pas blanc ou noir, c'est pas binaire. C'est vraiment quitter cette pensée sectaire en faisant preuve d'amour. Donc l'amour, c'est ne pas condamner l'autre avant de l'écouter. Ne pas avoir de préjugés en fait. Préjugés, je juge avant de connaître. Ok, je vais écouter. J'écoute. Et moi j'adore, et je vous invite à faire ça, et je termine avec ça, ce défi qui est très intéressant, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui sont très différentes de nous. Je me souviens, il y a maintenant 15-20 ans, j'avais été à la rencontre de ce qu'on appelle les sectes. J'avais été voir plein de gens dans différents groupes dits sectes, et j'ai trouvé des gens super intéressants, super sympas, je ne trouvais pas du tout sectaires, c'était pas forcément ma tasse de thé, mais je trouvais ça intéressant, c'était des personnes avec qui on pouvait discuter. Et j'ai été voir des gens qui sont dans des groupes ou des institutions plutôt classiques, extrêmement sectaires. Alors je me dis, tiens, c'est intéressant, je vais essayer de les comprendre. Et je vous invite à toujours essayer de comprendre les gens qui pensent différemment de vous. C'est intéressant, c'est enrichissant, c'est un effort à faire, je trouve. C'est la base pour une société où il y aura vraiment une paix mondiale. Je pense vraiment, je suis peut-être utopique, idéaliste, mais soyons-le parce que c'est important pour vibrer dans une belle énergie. Qu'un jour il y aura peut-être la paix sur Terre. Et la paix sur Terre ne peut se baser que si on arrête d'être sectaire, qu'on arrête de se diviser les uns les autres, même si on est tous différents, on n'est pas d'accord, le dialogue doit toujours être permis. Et il y a une personne, voilà, ça me vient maintenant, il y a une personne qui illustre bien ça, une personne connue en France, qui a été connue justement pendant la crise des Gilets jaunes, qui malheureusement s'est terminée. Les gilets jaunes sont toujours là en fait, et on voit aussi d'ailleurs au niveau du traitement médiatique des gilets jaunes, comme c'est injuste, comme ils n'ont jamais eu droit ou très peu à la parole, à part très courtement, et il n'y a pas vraiment eu de vrai dialogue. On voit aussi la pensée, les médias qui sont très sectaires également à ce niveau-là. Alors cette personne c'est Étienne Chouard, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est lui qui a parlé du référendum d'initiative citoyenne, le RIC. J'en parle, je le prends comme exemple, pourquoi? Pas parce qu'il peut avoir tort, c'est pas le problème. C'est pas ce qu'il dit. Alors, moi j'aime beaucoup ce qu'il dit personnellement, mais ça c'est bon, c'est personnel. Mais c'est pas ce qu'il dit ici dans la vidéo dont je voudrais parler, c'est son attitude. Et il a une attitude. Si vous regardez les émissions où il s'exprime, où il dialogue, parce que lui il aime beaucoup le dialogue et confronter les idées, vous verrez qu'il a toujours énormément de respect pour son interlocuteur, entre guillemets son adversaire, celui qui est à l'opposé de ce qu'il pense, qui pense que ce qu'il dit ne tient pas la route. Il a du respect, il a de la courtoisie, et plus que ça, il essaie de le comprendre. Il essaie de créer un pont, et c'est ça l'idée, c'est d'essayer de créer des ponts entre les personnes et non plus des murs. Parce qu'à force de créer des murs, on va vraiment vivre en dictature en fait. Parce qu'à un moment, il n'y aura plus que la pensée unique et tout le monde sera dans le troupeau en fait, on n'osera plus sortir du troupeau. Donc l'idée c'est osons sortir du troupeau et faisons comme il a fait, c'est un exemple, et on peut ne pas l'aimer bien sûr, mais d'aller à la rencontre de l'autre et d'essayer de comprendre son adversaire et d'avoir un dialogue courtois. Voilà, je vous invite à cette attitude. Voilà, j'espère que cette vidéo peut vous inspirer par rapport à ça. N'hésitez pas à la partager si ça vous inspire, n'hésitez pas à la faire connaître, parce que cette attitude, je pense, est fondamentale si on veut vivre dans un monde meilleur. C'est pas que les idées qui sont importantes pour changer le monde, mais c'est aussi la façon dont on les véhicule et la façon dont on va communiquer entre nous. Alors, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde de fous. Être
Être un rebelle sans se mettre à genoux, comme une étincelle dans ce monde.